Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour Charlotte. Bonjour Clément. Écoute, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps dans ta vie d'entrepreneur et de diffusion du yoga dans le monde de l'entreprise. Merci. J'ai découvert ton livre en me baladant à une bibliothèque à Paris qui s'appelait Comme un yogiste. Et en fait, en voyant ton parcours, t'as fait HEC et finalement aujourd'hui, ton rôle un peu de partager le yoga là où tu m'as dit là où il ne va pas normalement. Et donc j'ai trouvé ça trop chouette, autant pour parler du yoga en lui-même que pour parler de ce que tu fais. Et donc merci de prendre un petit peu de temps. Est-ce que tu peux nous commencer par nous dire comment était la Anne-Charlotte enfant et peut-être ce qui l'a amenée au yoga? Alors la Anne-Charlotte enfant a eu une enfance très, très classique. Moi, j'ai été élevée, en banlieue parisienne, en 92, par une maman lyonnaise, un papa qui a beaucoup voyagé, qui a grandi lui au Liban, qui est très, très, très ouvert sur le monde et qui parle 5 langues et mon mari est persuadé que c'est un espion, tellement il ressemble à OSS 117. Enfance très classique, j'avais un serre-tête, j'allais dans une école privée, à Boulogne, puis dans le 16e arrondissement. On m'a poussée à faire des études, c'était hyper important de faire du latin, d'être très bon en français, en maths, en histoire. Mon père est absolument dingue d'histoire et c'est une bibliothèque ambulante. Donc, j'ai vraiment eu l'enfance de la bourgeoisie extrêmement aisée, mais pas forcément argentée, très éduquée, qui a été poussée vers l'excellence, avec une maman qui travaillait énormément, qui Ok. m'a aussi montré un modèle de femme super active, qui gérait tout, son boulot dans la politique, ses enfants, la maison, et cetera. Et qui m'a montré aussi qu'il fallait, se dépasser et qu'on pouvait tout gérer. Donc, enfance très classique, très, 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 très loin de l'hygiène de vie, du yoga, de la méditation, du développement personnel ou de tous ces sujets-là. Ouais. À la maison, on mangeait, de la viande, du fromage râpé sur des coquillettes, et on se préoccupait pas trop du reste, quoi. Ok. Et donc plutôt orienté, tu dis pas trop développement personnel, mais plutôt orienté sur l'éducation intellectuelle, quoi, sur tout ça, Ouais, sur la clairement. culture. Ah oui, 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 extrêmement orientée culture, toutes nos activités étaient, axées sur la culture. Je faisais pas de sport. Je Ok. détestais ça. J'avais demandé si tu avais des activités au-delà de toutes ces activités scolaires. Ouais, j'ai fait du cheval et du poney quand j'étais petite, Ok. mais tu vois, j'ai eu une santé assez fragile quand j'étais enfant. J'avais des problèmes de reins, une malformation congénitale pour laquelle j'ai dû être opérée assez tôt et qui m'a causé plein de problèmes de santé, toute mon enfance. Et donc j'étais un peu la petite fille un peu palote, voire, cachée d'aspirine, toujours, dans ses bouquins, qui avait pas trop envie de courir dans la cour de récréation et qui se faisait dispenser de sport, absolument systématiquement pour éviter, l'épreuve et la corvée, de la gymnastique, de la piscine ou autre. C'est marrant, ah ouais. Ok. Ok, très drôle. Et donc finalement tu finis en prépa littéraire. Ouais, j'ai eu un déclic, en première et terminale où je suis passée de élève moyenne à élève, excellente et donc j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en classe préparatoire au lycée Henri IV, qui est le meilleur lycée de France, pour les classes préparatoires, littéraires. Donc j'ai intégré, Henri IV en classe prépa philosophie, option philosophie. Ça a été absolument dingue pour moi ces 2 années parce que c'était, la formation, je trouve, la plus, stimulante intellectuellement, que je pouvais imaginer et en même temps la plus épuisante puisque, contrairement à un programme de maths où bon, bah, tu fini ton programme, t'as fini ton programme. En philosophie, en lettres, en sciences humaines, c'est jamais terminé. Il y a pas de programme et quand t'as fini, la critique de la raison pure de Kant, tu te souviens qu'en fait, il y en a 3 autres tomes, de 5 000 pages derrière à lire et donc ça n'en finit
jamais. Et j'ai trouvé ça, très, très, enfin, ça a été un gros challenge pour moi, de ne pas m'épuiser, dans la passion dévorante, de ces études-là. Parce qu'encore une fois, on pouvait lire toute la nuit, tout le week-end, passer ses vacances à ficher des bouquins et à en ficher d'autres et passer ses, soirées et ses week-ends, à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Il y avait plus de barrières, plus de limites, quoi. Exceptionnel en vrai. Et donc t'étais enfin, tu plongeais dans tes bouquins toute la journée, toute la nuit et t'apprenais tout ce que c'était. Pourquoi c'était pas par motivation du concours après, ou c'était vraiment par pure passion de la littérature et de la philosophie? Moi, j'ai découvert la philosophie en terminale. Mon professeur à l'époque, avait dû voir quelque chose chez moi parce qu'il m'a carrément présentée au concours général de philo, que j'ai pas gagné évidemment, hein, mais j'ai vraiment eu une passion pour ça. Peut-être que c'est mon grand-père qui était un grand lettré qui m'a donné les bases de ça. Mais ouais, j'ai trouvé ça absolument passionnant, cette, recherche de la vérité, qui traverse les âges, qui traverse les civilisations et qui n'est jamais terminée, puisqu'on n'a jamais terminé de se poser des questions aujourd'hui. Et je pense que j'ai toujours été, assez questionnante, dans ma vie et donc je trouvais ça dingue de pouvoir, lire les réponses aux questions dans des civilisations et dans des Ouais. auteurs, qui traversent les âges, quoi. Donc oui, très clairement, j'aurais pu continuer, très longtemps, toute ma vie, mais au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu cramée. Je m'étais un petit peu Mmh. épuisée là-dedans OK. et au moment de passer les concours de normale supérieure, où j'ai été admissible, je me suis dit: «Mon Dieu, mais en fait, j'ai pas du tout envie de devenir prof de philo. C'est pas ma came». J'ai adoré le faire pour moi, mais transmettre aux autres, je sens que je ne pourrais pas. Et donc je vais aller, chercher ce qui se passe dans un milieu beaucoup plus, concret, beaucoup plus terre à terre et aussi parce que j'avais peur de pas être acceptée à Normal Sup, j'avais préparé les concours aussi des écoles de commerce et il se trouve que j'ai été admise à HEC, à l'ESSEC et à l'ESCP, au moment où j'ai appris que j'étais, admissible à l'école normale supérieure et donc tout le monde me poussait évidemment à aller jusqu'au bout de mes oraux à Normal Sup et à devenir normalienne donc parce que c'était vraiment le top du top de ce qu'on pouvait imaginer évidemment et en fait, je suis allée à mes oraux et je me suis enfuie de la C'est vrai? préparation de mon premier oral, ouais. Heu, j'ai vraiment, j'ai buggé, je me suis dit: «Mais en fait, je n'ai rien à faire là, je ne veux pas devenir normalienne, je veux pas être agrégée de philo, je veux pas être prof de philo, au secours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ce qui se passe à HEC, sur le campus, où on a l'air de faire la fête, de faire des choses hyper concrètes, d'avoir une vie sociale», parce que j'avais pas eu de vie sociale pendant 2 ans et donc Mmh. j'ai vraiment choisi, la vie, quoi, par rapport à, une formation que j'avais découverte, avec beaucoup de passion, mais dont je me rendais compte qu'elle était un petit peu dans du formol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les études de philosophie, il y a pas beaucoup d'innovation, on nous pousse pas, au changement et j'avais l'impression de m'engager dans une voie qui était un petit peu anachronique. OK. OK, trop intéressant. Pour ceux qui connaîtraient pas, Normal Sup, du coup, c'est une école très, théorique, ça veut dire? Parce que tu peux C'est décrire Normal Sup, pour ceux qui n'auraient pas forcément fait de prépa ou... Alors c'est l'école qui forme les professeurs OK, c'est d'université, que les les profs. chercheurs. Il y a une école normale supérieure dans toutes les matières et l'école normale supérieure, de la rue d'Ulm est, celle qui, prépare aux enseignants, sur toutes les matières à la fois, scientifiques, mais aussi, littéraires et l'école, normale supérieure Fontenay-Saint-Cloud qui a déménagé à Lyon, forme, les littéraires avec, des options un petit peu plus, concrètes, un petit peu plus actuelles, lettres modernes, histoire, géographie et cetera. Donc ça forme des professeurs, des chercheurs, des pas forcément des gens qui sont très séculiers quoi, plutôt des Ouais. réguliers si on fait le Ouais. parallèle avec les moines. OK, excellent. Excellent. Donc si je résume, tu as une enfance, tu dis, bourgeoise, mais sans être une cuillère en argent, très intellectuelle, beaucoup de culture. Moi, j'ai une question sur ça, parce que je me pose ça pour mes futurs enfants, peut-être que j'aurai, c'est est-ce que, est-ce que tu as senti une pression ou est-ce que finalement tu as vécu une enfance assez heureuse puisque de toute façon tu coulais sur les rails et tu te posais pas trop de questions? Ou est-ce que tu te dis en fait j'aurais quand même aimé qu'on me donne un peu plus de liberté? Je trouve qu'il y a c'est dur de trouver le milieu entre en fait
on donne des choses assez claires aux enfants pour qu'ils puissent, de toute façon, ils n'ont pas non plus 1000 questions à se poser, ou finalement lui laisser l'occasion de s'exprimer, d'aller chercher ce qu'il veut vraiment, c'est intéressant. Je sais pas trop comment ont fait mes parents, mais en fait, ils ont été extrêmement stricts et ils nous ont donné un cadre extrêmement ferme. Et en même temps, je me sentais tout à fait libre dans ma famille, Ok, avec eux, de faire mes choix et de m'exprimer. Et j'étais d'ailleurs encouragée à le faire. Euh, c'est cool. mais n'empêche qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'on était quand même, oui, poussés vers l'excellence, aussi par le choix des écoles et des lycées qu'on a fréquentés, où là, la pression venait plutôt des professeurs et de la compétition avec les pairs que à la Mhm. maison. Moi, je me souviens quand j'étais en prépa, ma mère venait me voir, j'étais en train de bosser dans ma chambre, elle m'apportait mon plateau repas, j'avais des cernes jusqu'aux joues et j'étais épuisée. Elle me disait: «Mais tu sais, Anne-Charlotte, tu pas obligée d'aller au bout, t'arrêtes quand tu veux». Et je lui disais: «Quoi? Mais arrêtez, mais ça va pas ou quoi? Mais T'es jamais de la vie malade. j'arrêterai, tu malade, pourquoi tu me dis ça? Tu devrais plutôt, m'encourager pour aller jusqu'au bout». Et je pense que c'était assez compliqué pour mes parents de gérer ça, quoi. Ok, ok. Et est-ce que tu as trouvé à HEC ce que tu recherchais alors, cette vie sociale, Ah bah cette oui. fête? Alors, arrivé à HEC, c'est à la fois la grande surprise de, mais en fait, on fait rien du tout le premier semestre? Comment ça, on fait la fête tous les soirs? Et moi, en fait, j'étais vraiment ce qu'on appelle une polarde. C'est-à-dire que le Ouais. premier semestre, moi, le soir, je restais dans ma chambre à bosser mes cours du lendemain et j'étais Ah absolument la ouais. seule à faire ça. Et au bout de 3 Ah mois, oui. je me suis dit: «Mais tiens, c'est marrant, personne ne fait ça. Qu'est-ce qui se passe?» Et j'avais pas du tout, compris le truc de, une fois que tu as intégré, bah, tu te reposes quand même un petit peu. Alors Tu que profites. tu profites, voilà, ou tu fais des matières, qui sont dans la droite ligne de ce que tu savais déjà faire avant. Moi, je suis arrivée à HEC, on m'a demandé de faire des intégrales, du contrôle de gestion, de la finance d'entreprise, des méthodes quantitatives, des intégrales, bref, des maths que j'avais pas fait depuis 5 ans. Donc j'ai dû rebosser, en fait. Je prenais des cours du soir en mathématiques, j'avais même une mentor qui m'aidait, j'étais complètement en panique de pas y Ah arriver. ouais. Et bien sûr, T'étais peut-être un peu en panique, en effet, parce qu'en fait, dans le fond, si vous étiez peut-être pas les seuls. Ah non, parce que t'étais la seule à pas avoir fait de maths. on était 10 dans la promo à Ouais. venir de filière littéraire. Ok. Donc t'as pris un petit coup de pression. Et j'ai oublié de te demander, qu'est-ce que tu retiens du coup de ces années de prépa? Hem Ces 2 ans intenses de littérature et de philosophie, aujourd'hui, qu'est-ce que t'as appris? Moi, je retiens que le cerveau humain est absolument, incroyable. C'est-à-dire que j'étais quand même capable d'écrire des dissertations pendant 6 heures sur un Ouais. thème aussi vague que changer la vie, point. En allant chercher des concepts et des auteurs, Dans tous les sens, en plus. depuis les platoniciens, jusqu'aux modernes. Et je me suis re et aujourd'hui, je serais évidemment incapable de faire ça. Incapable. Et Ouais. donc ce que je retiens, c'est que le cerveau et le corps sont absolument, incroyables en termes de capacité quand on les entraîne, mais que tout ça se perd aussi très, très vite. Et j'ai l'impression, moi, d'avoir tout perdu, les connaissances que j'avais emmagasinées, et c'est ma frustration d'aujourd'hui. Je comprends. J'ai, Quand tu parles avec tes amis de prépa, tu étais aussi un peu ça, mais vous vous rappelez ce qu'on était capable de faire à l'époque. Après, on a échangé, je pense, contre d'autres peut-être compétences et savoirs. Oui, oui, tout à fait, mais en termes de résilience, de performance et d'endurance, c'était du sport de haut niveau intellectuel. Voilà, moi je voyais vraiment ça comme ça. Il fallait, et je retiens qu'on n'était pas vraiment accompagnés en matière d'hygiène de vie. Dans ma prépa, on dormait pas, on était tous sous Lexomil et Prozac, très clairement, pour gérer la pression. On faisait pas de sport, on mangeait n'importe quoi et on était assis toute la journée dans notre bibliothèque à enfiler des bouquins. À l'époque, on regardait pas internet, on ne bossait pas sur ordinateur, et donc on était des sportifs de haut niveau intellectuel sans avoir tout le l'hygiène de vie pour, ménager la monture et le corps qui devrait, rendre ça possible. En esprit sain dans un corps sain, normalement, quand même, tu l'intègres un peu, quoi. On était des esprits, extrêmement développés, des énormes cerveaux dans des corps, pas sains du tout. C'est marrant. C'est marrant. Et quand est-ce que tu as commencé à intégrer la partie corps? Moi, la partie corps, je l'ai intégrée contre mon gré, hein, parce que, quand j'étais en première année à HEC, je me suis engagée assez vite dans une ONG qui s'appelait Action pour le Bénin, dont je suis devenue la présidente parce que personne voulait s'en occuper. C'était pas mal de boulot à l'époque. Mhm. Et moi, je cherchais un peu à me changer les idées des maths et de la finance d'entreprise, c'est clair. Et je suis partie avec une vingtaine de volontaires sur le terrain, en Afrique, pendant l'été de ma première année. Et au bout de 2 mois
d'action sur le terrain, je me suis fait renverser par un gendarme sur une grosse moto qui, m'a percuté de plein fouet, qui m'a détruit une jambe et qui m'a envoyée valser dans la terre rouge. Et donc j'ai passé pas mal de temps dans un dispensaire en Afrique, puis dans un hôpital en France, complètement immobile évidemment, parce que j'avais attrapé des infections nosocomiales et que je frôlais la septicémie. Donc j'ai été clouée dans un lit d'hôpital pendant à peu près 6 mois et ensuite en béquille, en fauteuil roulant, et avec de la rééducation tous les jours, de la morphine, des anti-inflammatoires et tout le tintouin. Et la partie corps, en fait, elle est arrivée au moment où j'ai failli perdre mon corps, au moment où j'ai failli être amputée de ma jambe droite et où je me suis dit: «Tiens, en fait, c'est pas du tout accessoire une jambe, ça me plairait bien de la garder et le corps, c'est pas du tout, ce dont il faut se préoccuper en dernier. C'est vraiment ce qui fait que, le reste peut fonctionner» et donc le corps est passé au premier plan par un accident, par, un manque, de santé et au moment de ma rééducation. Ok, ok. Donc c'est cette rééducation qui t'a fait dire il faut que je ramène le corps. Tu m'avais dit que du coup, en sortant d'HEC, t'avais fait un peu de conseils. Eh ben oui, moi, alors, pendant les 4 années d'HEC, j'étais, assez mal en point. Il fallait que je fasse ma rééducation en même temps que je termine mes études, et on m'a demandé de choisir un métier. Évidemment, on réfléchit à son Mhm. orientation et donc, assez rapidement, moi, j'ai toqué à toutes les portes des ONG, et des organisations qui travaillent à l'international parce que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Je voulais travailler, au World Food Programme, je voulais travailler à l'ONU, et cetera et puis je me suis fait refouler de toutes ces organisations. Vraiment, Ok. personne n'a voulu de moi, c'était une catastrophe. J'étais hyper frustrée alors que pourtant je pensais avoir un profil international avec, les bons stages, les bons voyages, le bon niveau d'anglais et tout et je me suis fait refoule et donc j'ai pris un job, absolument génial parce que j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Philippe Manière et qui est l'ancien directeur de l'Institut Montaigne et l'Institut Montaigne, Ok. c'est un think tank, parisien qui est là pour réfléchir aux questions de politique publique, aux questions de société et il avait quitté l'Institut Montaigne pour créer son cabinet de conseil et quand je l'ai rencontré, il cherchait, sa première salariée, son bras droit, son chaouche en fait et Ouais. je suis devenue ce chaouche et donc pendant 6 ans, j'ai travaillé avec lui à monter et à développer son cabinet de conseil, à avoir des idées les plus intelligentes possibles pour nos clients qui étaient tous des grands patrons, du CAC 40 et ça m'allait bien en termes de mode de vie puisque c'était un travail extrêmement sédentaire, assise derrière un écran toute la journée et donc avec ma jambe folle, et avec ma boiterie, et ma rééducation, bah, j'étais pas envoyée sur le terrain et finalement ça me convenait pas mal. Ok. Et donc, pendant tout ce temps-là, depuis cette première année d'HEC jusqu'à quasiment 10 ans après, ça veut dire que ta jambe, du coup, que t'appelles ta jambe folle, était encore un peu handicapée. Ouais, moi j'avais vraiment, une jambe de bois, tu vois? On m'appelait le pirate, parce que je Ah ouais. marchais comme, comme un corsaire, sur un bateau, avec le bois qui résonne, sur les planches, quoi. Donc et j'avais pas encore trouvé de manière, de me rééduquer autre qu'aller chez le kiné une fois par jour, prendre des anti-inflammatoires, des calmants ou être sur une machine, qui me faisait plier le genou parce que j'étais encore opérée à peu près tous les ans pour essayer de retrouver un peu de mobilité dans ma jambe et c'était un long calvaire, quoi et donc j'étais assise parce que je pouvais pas faire vraiment autrement. Comment tu gérais cette souffrance ou cet handicap? Le médicament, très clairement, le Diantalvi qui était mon ami, Ouais. c'est interdit aujourd'hui d'ailleurs. Les médicaments, un truc qui m'a vraiment commencé à m'aider, mais je crois 5 ans après mon accident, je me suis fait masser la jambe pour la première fois et c'était pour la première fois où j'avais vraiment, un peu de confort et où mon corps me donnait, une sensation plaisante depuis mon accident. Je me suis dit quand même, en fait, le corps ne peut ne pas être vecteur que de souffrance. Mais jusqu'à présent, ça m'avait pas trop choquée parce que dans nos études, en tout cas en philosophie occidentale, les théories autour du corps et du cerveau, elles tournent plutôt autour du corps qui est la prison de l'âme et pas vraiment le Ouais. contraire. Alors que dans les philosophies orientales, là, on t'explique que, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt, l'esprit qui bride le corps et qui l'empêche de révéler son potentiel et sa sagesse. Et cette révélation, je l'ai eue avec les massages et puis je l'ai eue,
le jour où, pour la première fois, ma collègue de bureau, dans mon cabinet de conseil m'a embarquée chez elle pour me faire découvrir le yoga et c'est là, en fait, que j'ai découvert une philosophie comme celle que j'avais apprise moi dans mes études, mais une philosophie basée sur, hem, le corps au service de l'esprit, au service du mental et au service de son développement spirituel. Ok, trop marrant. Et donc, c'est cette collègue qui t'emmène chez elle qui dit viens, on va faire du yoga? C'est cette collègue qui me dit quand même: «Anne-Charlotte, tu quel âge? 25 ans, tu fais pas de sport, tu toute grise, tu boites, tu manges, des granolas à l'heure du déj, ça va au goûter, ça va pas du tout, viens, je vais te montrer un truc qui pourrait t'aider ou qui, en tout cas, ne pourrait pas te faire de mal étant donné, l'état dans lequel tu es, quoi». C'est très difficile de t'imaginer toute grise, ne faisant pas de Ouais, sport. si, c'était vraiment ça et Ok. Maud qui elle était, très férue de yoga, qui se soignait aux huiles essentielles, qui voyageait énormément en Inde et qui était très ouverte sur ces questions d'hygiène de vie, c'est elle qui m'a mis sur cette voie-là et qui m'a fait découvrir tout ça, oui. Et ça a été une révélation instantanée ou ça a mis un peu de temps pour que tu dises en fait ouais ça marche quand même pas mal. Comment ça s'est Bah, raconte-nous un peu ton chemin je veux dire du yoga, mais je pense que c'est plus général avec tout ce qui est la philosophie orientale peut-être. eh bien, la première fois qu'elle m'a mise sur un tapis, Maud, ça a été un carnage. C'est-à-dire que vous touchez pas vos pieds, moi je touchais Ouais, même pas ouais. mes genoux en fait, hein. Je respirais à l'envers, j'étais toute cassée de partout avec cette jambe qui me résistait et avec laquelle je pouvais pas faire grand-chose. C'était vraiment du sang, de la sueur et des larmes quoi, horrible. Ouais. Et en même temps, le déclic est venu du fait que j'ai vu ça comme une rééducation active. C'est-à-dire, contrairement à toutes mes sessions chez le kiné où on me mettait sur une table et puis, on me faisait travailler ma jambe cassée en passif et puis on mettait des électrodes et puis, le kiné Mhm. travaillait dessus, badidala. Bah, là, pour une fois, c'était moi qui travaillais de manière active. C'était moi qui contrôlais, le degré de flexion que je voulais mettre dans ma jambe. C'est moi qui contrôlais le degré de douleur aussi que je voulais m'infliger. C'est moi qui utilisais non pas des médicaments, mais ma respiration pour essayer de gérer la douleur. Et Ouais. donc moi qui étais assez, férue de liberté plutôt à ruer dans les brancards et à dire: «Ouh là là, j'ai pas trop envie de me laisser enfermer ni dans un milieu, trop bourgeois, ni dans un métier de prof, d'université». Bah, ça m'a parlé parce qu'on m'a dit: «En fait, tu es libre et c'est toi qui fais. Vas-y, go». Excellent, excellent, excellent. Ok. Et avant que tu nous parles un peu de yogiste, est-ce que tu peux nous expliquer, maintenant que tu es des années après le yoga, je sais pas comment tu considères le yoga dans ta vie, mais j'ai l'impression que c'est assez central quand même. En fait, le jour où j'ai découvert le yoga pendant, mes années de conseil, je l'ai vu comme une rééducation active et bien plus efficace. Et Ouais. puis au fur et à mesure que j'ai commencé à en faire et puis j'ai commencé à en faire tous les jours, à courir, les quelques studios de yoga qui existaient dans Paris à l'époque, parce qu'on était en 2009, j'ai découvert que c'était quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus, complet, beaucoup plus holistique puisque finalement on parlait aussi, d'alimentation, de sommeil, de communication avec les autres, de manière, de se comporter vis-à-vis de soi et vis-à-vis de la société. Il y a vraiment des principes, qui sont très, centraux dans le yoga. Il y a ce qu'on appelle les yamas et les niyamas qui sont vraiment des préceptes, selon lesquels on doit, se conformer pour se comporter bien, vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Tu peux Hem, nous dire deux mots sur ces préceptes et ces piliers du yoga? Bah, sur les préceptes et les piliers du yoga, il y en a qui sont, extrêmement, comment? Hem, extrêmement simples et extrêmement basiques, mais que ça vaut le coup de rappeler. Mais Mhm. la première, c'est la non-violence, par exemple. La non-violence, c'est la non-violence envers soi-même. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites du sport, bah, pas aller jusqu'à la blessure et pas vous faire mal. Et ça, quand on fait, du crossfit ou, ou n'importe quel autre sport, on vous dit: «Mais vas-y, il faut déplacer tes limites, fais-toi mal, tu es là pour en chier». Et là, je dis: «Eh ben non, en fait, le yoga vous dit: "Non, on force pas et on est non violent vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres"». Et donc il y a plein de choses qui en découlent. Par exemple, hein, le fait de ne pas, manger, quoi que ce soit de vivant, donc de ne pas tuer d'animaux et d'adopter un régime végétarien en découle. Mhm. Il y a plein en fait de préceptes comme ça qui, sont suivis d'effets et d'indications sur comment bien vivre. Hem,
Et du coup, ce que je trouve intéressant dans ce yoga, quand on se donne la peine de l'étudier un petit peu, à la fois sur ses préceptes et à la fois sur les 8 étapes qui mènent à ce qu'on appelle le yoga ultime, c'est-à-dire la méditation quasiment désincarnée, on se rend compte que finalement, ce yoga, c'est quelque chose d'extrêmement intellectuel, spirituel aussi, mais qui passe par des choses très concrètes, des choses physiques, des pratiques. On pratique, on s'exerce, on s'entraîne pour arriver non pas forcément à un but, mais à une manière d'être qui est conforme à soi et conforme aux préceptes. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je le vois comme un mode d'emploi, un manuel d'entretien du corps et du cerveau pour pouvoir les utiliser avec un fonctionnement optimal. Faire ce qu'on appelle des asanas, c'est-à-dire une pratique physique de posture, bouger tous les jours avec cette routine, c'est ce qui permet au corps de fonctionner correctement, de ne pas tomber malade. Ouais. Faire des exercices de respiration, de méditation, c'est ce qui permet au cerveau de se libérer de ses pensées parasites et donc de ne pas partir en boucle, de ne pas faire de suppositions, de ne pas tomber dans l'anxiété, tomber dans pourquoi pas dans la colère aussi quand c'est le cas, pouvoir gérer mieux ou en tout cas mieux observer ses émotions pour mieux y répondre. C'est des choses vraiment très, très simples, mais qui sont rendues concrètes et tout ce que je voyais à l'époque et tout ce que je vois encore aujourd'hui est encore extrêmement désincarné. On parle beaucoup, beaucoup de blabla. Dans le yoga, on parle très peu et on fait beaucoup et ça me parle. C'est magnifique, c'est beau. Et donc en fait, si j'essaie de résumer, enfin moi je trouve que le message intéressant, c'est de se dire en fait le yoga c'est pas que les postures, c'est pas que passer 1 heure à faire du yoga, enfin à se tordre dans tous les sens. Ça c'est important parce que c'est la partie soin du corps, mais comme tu l'as dit, il y a la partie prendre soin de son esprit pour s'écouter, pour savoir bien réagir. Moi je trouve que c'est une des parties peut-être les plus complexes du yoga, cette partie esprit, méditation, autant parce que la pratique est pas évidente, mais parce que aussi changer ses réactions pour, comme tu dis, avoir de la non-violence, avoir moins de jugement et tout, je trouve ça très dur. Mais du coup, si je résume, en gros, t'as dit, t'avais la partie relation avec soi-même, relation aux autres. Donc ça, c'est 2 piliers de type comment est-ce que on se met un peu des règles, c'est ça? Ouais, c'est vraiment des préceptes pour, C'est bien des vivre, préceptes. et pour être une bonne personne, en fait, hein, Ok. qu'on peut suivre ou qu'on peut ne pas suivre, mais il vaut mieux les suivre. Il faut. Parfois, il y a des cycles dans la vie, où on les suit pas, on arrête d'être végétarien ou on arrête, d'être, non violent, pourquoi pas, ça arrive. Mais en tout cas, C'est ce un que je idéal. trouve intéressant par rapport à ce que tu dis là, c'est que on a l'impression que ça peut être désincarné. Moi, je trouve que le yoga peut et doit rester incarné, toujours. C'est-à-dire que quand, vous faites ce travail de, maîtrise de soi, d'observation, de non-jugement, de non-violence, c'est dans la pratique. Quand vous faites un exercice, physique, quand vous faites vos routines, quand vous faites, vos salutations au soleil et que vraiment vous avez pas envie de vous y mettre ce matin. Vous seriez mieux dans votre canapé à boire un chocolat chaud et à manger des gâteaux. Mais non, vous allez sur le tapis et vous y allez. Et puis en faisant votre pratique, vous vous rendez compte que vous êtes en train, de réfléchir à plein d'autres choses, que vous avez, les pensées qui se mettent à tournoyer, que vous êtes en train de souffler en disant, «Vraiment pas envie ce matin». Et puis que vous faites, votre premier exercice de chien tête en bas et puis que vous faites un premier étirement et puis que vous faites un premier exercice qui réveille le corps. Et puis Mhm. là, il y a un truc magique qui se passe en fait, c'est que le cerveau décroche, le cerveau débranche. Vous êtes en train de faire, votre routine et vous vous rendez compte, vous observez en fait comment, vous commencez à vous calmer, à vous concentrer, à moins réagir par rapport à telle ou telle sensation désagréable. Et donc, moi, ce que j'aime vraiment, c'est passer par le corps pour avoir cet effet sur l'esprit, cet effet sur, l'observation. Et quand vous faites votre yoga, vous vous observez en train de le faire. Vous regardez si, vous mettez bien le pied dans la bonne position. Vous observez si vous respirez bien. Vous observez aussi comment vous réagissez par rapport au fait que ce matin, vous aviez vraiment pas envie de vous y mettre et que vous auriez bien fait autre chose. Et vous restez là et vous êtes, dans une situation d'équanimity, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, de rester, dans la même, disposition d'esprit, quel que soit ce qui arrive. Restez calme
et rester posé sans réagir, quel que soit ce qui arrive. Et c'est en le faisant dans une pratique physique qu'ensuite, il est possible de le faire dans la vie quotidienne, dans la vie familiale, dans la vie du boulot. C'est parce que vous êtes entraîné à faire des salutations au soleil qui sont hyper enquiquinantes au début et que vraiment vous aviez pas envie de faire, que quand vous êtes au boulot et qu'on vous demande de faire quelque chose qui vraiment vous enquiquine, vous vous dites j'y vais, je souffle pas, ça va bien se passer, c'est que temporaire et tout ira bien. C'est Ouais, quand ouais. vous le faites sur le tapis que quand vous avez votre conjoint, votre parent, votre pote qui vous demande un truc que vraiment vous avez pas envie de faire, eh bien vous allez ne pas réagir, ne pas juger, ne pas sortir de vos gonds et mettre en place ce qu'il faut faire avec la bonne disposition d'esprit. Mais ça, c'est un entraînement et c'est une pratique et c'est vraiment important de passer par là. C'est trop intéressant. Et ça me fait penser, moi j'ai une éducation catholique, mais je trouve que dans les religions un peu plus monothéistes, il y a un truc de... je pense pas que ce soit exactement les mêmes préceptes, mais globalement, tu l'as dit, les préceptes de relations au monde et relations avec soi-même, c'est quand même toujours globalement être un homme bon. Et je pense que dans les religions, c'est pas exactement les mêmes règles, mais on vise le même idéal, le aime ton prochain comme toi-même, le tu ne tueras point, tu ne seras. Je pense que c'est pas identique, mais on a quand même la même base. Et ce que tu dis là où c'est intéressant, c'est que c'est grâce à ces exercices corporels et ces exercices de méditation que tu t'y arrives mieux à répondre à à intégrer ces préceptes. Et je suis tellement d'accord. Enfin, je partage un truc personnel, mais j'ai des séances de yoga où je sors de là et je suis plus le même homme, quoi. Tu rentres de là, pas sans même forcément être tendu ou être, mais tu sors de là, tu sais que ton cerveau n'est plus du tout, t'es pas dans un même état mental et tu sais que tu réagirais pas du tout à la même manière à quelqu'un qui te klaxonne sur la route avant et après tes séances, quoi. Et je trouve ça assez fou à quel point le yoga est limite une technologie, quoi, qui permet d'intégrer tout ça. Bah oui, et l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à retrouver le même état d'esprit et les mêmes non-réactions dans la pratique physique et dans la vie quotidienne. Et parfois, on n'arrive pas à faire le pont. On n'arrive pas à adapter ça dans qui on est dans la vraie vie. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, tout ce qu'on est en train de faire sont un entraînement pour que dans la vie quotidienne, on soit meilleur. Et si tu veux être un peu précis, et tu m'avais demandé de peut-être faire une petite aparté sur les, les étapes du yoga. En fait, le yoga, c'est pas seulement une pratique physique, on est très clair là-dessus, hein. C'est 8 étapes qui mènent à de la méditation ou une étape ultime et parmi lesquelles une des étapes c'est la pratique physique. Et donc dans les 8 étapes du yoga, les 2 premières étapes, c'est les yamas et les niyamas, c'est-à-dire les préceptes pour être bien, pour se comporter en société et avec soi-même. Donc la première étape, c'est les principes pour se comporter correctement en société. Donc c'est la non-violence envers tout être humain, donc le régime végétarien en découle. C'est la sincérité et le rejet du mensonge, hein, ne pas mentir, avoir une parole pure, ça en fait partie. C'est rejeter le vol, hein. C'est l'austérité contre l'accumulation sans fin de richesses et de nouveaux désirs, ça c'est hyper important. C'est arrêter d'avoir des désirs qui nous rendent malheureux et qui nous font toujours réclamer autre chose. Et le contrôle de ses pulsions. Le contrôle de ses pulsions, c'est des pulsions de fringales et de gourmandise aux pulsions de colère et de réaction. Et donc, ces préceptes-là, non seulement nous aident à être des personnes à peu près acceptables en société, mais aussi nous aident à être heureux. Parce que quand on prône l'austérité, finalement, eh bien, on lutte contre l'accumulation sans fin des désirs. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est vraiment des préceptes pour être bien avec soi. Être bien avec soi-même et ça requiert un vrai boulot sur soi, hein. C'est la pureté dans ce qu'on mange, mais aussi dans la manière de prendre soin de son corps, le concept de mon corps est un temple et je fais pas n'importe quoi avec et je mets pas n'importe quoi dedans parce que c'est celui avec lequel je vais devoir vivre jusqu'à la fin de ma vie. Ça nous apprend à apprécier en fait ce qu'on est et ce qu'on possède au lieu de toujours chercher à être plus grand, plus mince, plus beau. C'est l'autodiscipline, hein, faire une routine et faire des exercices tous les jours avec autant d'exigence qu'un art martial.
C'est apprendre à se connaître soi-même, hein, s'étudier, étudier ses réactions pour mieux pouvoir les prévoir et les contrôler. Et ça, c'est hyper important. Et puis, le dernier précepte du travail sur soi, hein, pour être bien avec soi-même, c'est la dévotion. Et c'est pas forcément une dévotion religieuse, c'est une dévotion vers envers une cause qui nous dépasse, à un système philosophique, par exemple, qu'on a envie d'étudier et qu'on respecte et qui n'est pas forcément quelque chose de religieux ou de spirituel. Et donc, ces 2 premières étapes, c'est des choses très, très, très concrètes qu'on peut mettre en Ouais. application dans notre vie quotidienne. Et ensuite viennent des étapes complètement différentes. La 3e étape, c'est l'étape des postures, des Ah, asanas. Charlot, De ça travailler me fait son dire un truc. Oui, vas-y. Tout à l'heure, tu disais, quand on fait du yoga, on s'observe et souvent une des critiques de ces pratiques, que ce soit méditative, yoga, c'est attention, c'est un peu auto-centré, c'est très nombriliste et c'est toujours dur de répondre. Bah, dire c'est vrai quand tu fais 1 heure, en fait, juste observer, c'est un peu auto-centré, mais là où je trouve ça où c'est hyper intéressant, c'est qu'à la base, le yoga, la première chose à faire, c'est d'intégrer les 2 choses que tu viens enfin tous les éléments que tu viens de dire, qui sont beaucoup plus tournés vers l'autre et tournés vers la sincérité et tournés vers le ton et comme tu as dit la dévotion et l'austérité. Et en fait, la partie entre guillemets un peu centrée, c'est pour réussir à respecter au mieux ses préceptes, quoi. Mais je trouve ça répond à une question que je voulais te poser justement, Oui, c'est on n'est pas là, enfin le yoga est pas là pour faire de nous des moines coupés de la société. Hein. C'est en fait, je reprendrai les 8 étapes après, hein, mais on a 3 définitions du yoga moderne. Hein. La première définition, c'est le contrôle de l'activité de l'esprit pour cesser les fluctuations de la pensée et arrêter de cogiter dans tous les sens et de partir dans des circonvolutions et nous permettre de rester stable dans le tourbillon de la vie. ouais, Ça, c'est la première ok. définition, quelque chose de très spirituel du coup, mais qui utilise le corps pour y arriver. 2e définition, c'est l'équanimité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire apprendre à être d'humeur égale, à prendre du recul face aux événements et à accepter ces événements avec calme et sérénité. Ça passe par un entraînement. Ça se fait pas comme ça parce qu'on l'a décidé, très clairement. Et ensuite, la 3e définition qu'on a, c'est que le yoga, c'est de l'habileté dans l'action. Avec des exercices précis pour le corps, ça nous permet de discipliner notre esprit pour bien réagir dans la vie quotidienne. C'est agir correctement. Et donc, Et c'est un des ça fait pas de nous des moines qui devons nous retirer dans une cave dans l'Himalaya pour méditer. C'est vraiment pas ça. C'est agir chaque jour dans les petits moments du quotidien le mieux et le plus consciemment possible. c'est lié. Est-ce que c'est la comment on dit, la Bhagavad Gita qui est l'art d'agir un peu. Ouais, Ça me bien fait sûr. penser au Alors, il y texte. a plein de textes dans le yoga, mais ils sont tous axés vers Une l'action, action en fait. consciente et juste et connectée, quoi. Comment être bien dans la vie et dans le monde. Et ça, c'est hyper important. Non, c'est pas nombriliste. Et donc, dans les 8 étapes du yoga, les 2 premières sont les préceptes pour bien agir vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi. La 3e étape, c'est une étape physique. Les asanas, travailler son corps, et souvent on réduit le yoga à cette 3e étape uniquement Ouais. physique, de pratique gymnastique. Et ensuite, vous avez d'autres étapes qui sont, elles, plus proches de la méditation. La 4e étape, c'est une étape sur la respiration, les exercices de respiration qui sont aussi dans la pratique physique, évidemment, qui permettent de Ouais. contrôler les pensées. Et puis ensuite, il y a vraiment 3 étapes qui nous embarquent pour rentrer dans une bulle et pour méditer, d'abord en observant le retrait des sens, en essayant de se couper des stimuli externes, ensuite en se concentrant sur un seul objet, ensuite en méditant, en se concentrant longtemps et intensément jusqu'à ne plus penser qu'à un seul objet pendant un moment, un long moment ininterrompu. Ça, c'est la 7e étape. Et ensuite, la 8e étape, l'étape ultime, c'est ce que nous promet le yoga, c'est que si vous arrivez à maîtriser ces 7 premières étapes, prendre parfois toute une vie, sans garantie d'y arriver, alors vous atteindrez l'absorption complète de la conscience dans l'objet de la méditation. Alors ça c'est un truc de super gourou, évidemment, mais les 7 premières étapes, elles nous aident en fait dans la vie quotidienne. Et moi, je trouve, et c'est tout l'objet de ma reconversion et de l'application du yoga dans la vie professionnelle avec Yogist, c'est que tout ce que ça nous apprend, là où on en a le plus besoin, parce que là où on rencontre le plus de challenges dans la vie quotidienne, bah, c'est le travail, le boulot, la vie professionnelle. Et c'est là
où l'application de ces préceptes doit mener à un meilleur comportement, à une meilleure appréhension des obstacles et des challenges que cette vie professionnelle ne manque pas de mettre sur notre route. Et si en plus, si ça peut, bénéficier aux autres qui nous entourent dans une entreprise, dans une organisation, alors là, évidemment, c'est jackpot. Et si Mhm. c'est le cas, en général, ça bénéficie aussi à l'organisation d'un point de vue macro. Et donc, le yoga mis à disposition, mis en application dans notre vie professionnelle, pour moi, c'est vraiment l'outil qui nous permet de traverser cette vie professionnelle sans nous abîmer, travailler sans se casser et en plus, avoir un impact positif sur son activité, sur ses collègues et si en plus ça peut changer l'organisation et la culture de l'entreprise, alors là, on a tout gagné. Magnifique. Et si, en plus, j'allais dire, si tu peux changer à un niveau très personnel et la vie de chacun, et si tu touches le dirigeant ou le travailleur qui dit en fait, si tu respectes les principes, les premiers préceptes du début, tu te retrouves avec une économie quand même beaucoup plus, je dirais, positive, beaucoup plus vivante et plus consciente que ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Bah, en fait, c'est vraiment le lien qu'on peut faire entre écologie et écologie Ouais. personnelle. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le yoga, c'est une forme d'écologie personnelle, hein. C'est, faire attention à ce qu'on mange, la manière dont on dort, à ce qu'on boit, la manière dont on traite son corps, à la manière dont on traite les autres. L'écologie, c'est faire attention aux ressources de la planète et je suis assez convaincue que quand on a une écologie personnelle, on est attentif à l'écologie tout court. C'est exactement la même chose dans le monde de l'entreprise. Si on a une discipline ou une pratique ou, une conscience qui nous fait, être, moins réactif, moins réactionnel, à être moins Mhm. fatigué, moins agressif parce qu'on a pris le temps, de se, détendre, de se concentrer, moins, dans la compétition aussi dans l'entreprise et donc ça, évidemment, c'est une forme d'écologie positive vis-à-vis des autres et ça doit évidemment inciter toute l'organisation à changer vers, des modes d'activité plus positifs et si on arrive effectivement à passer ces messages, au plus haut niveau, c'est fantastique, mais ça passe tout simplement par l'exemplarité. Moi, je crois vraiment beaucoup à ça. Dans une entreprise, si on a une personne qui prend le temps de faire ses pratiques, de prendre des pauses actives, de respirer au début d'une réunion, eh ben, il va donner envie, par la manière dont il se présente, à ses collègues de tester la même chose. Donc il va les embarquer et les collègues vont prendre ce qu'ils ont à prendre là-dedans. Ils vont pas devenir des yogis méditants, mais ils vont peut-être retenir que, tiens, bouger, régulièrement pendant sa journée, respirer par le nez en gonflant le ventre pendant quelques secondes, ça nous permet de mieux préparer la présentation, hyper importante qui va se faire devant les actionnaires et donc ils vont s'en sortir mieux également et donc c'est vraiment des chaînes, en fait, des chaînes de qui se transmettent et à partir du moment où on sème une graine, on je trouve que ça éclot dans des endroits assez inattendus. Si et seulement si on arrive à présenter, à proposer le yoga d'une manière qui soit accessible à tous, quels que soient les corps, quelles que soient les, réticences, quels que soient, les intérêts par rapport à ces sujets qui peuvent être vus comme des sujets très spirituels et on a plein de gens qui nous disent: «Moi, ça ne m'intéresse pas de méditer» et c'est OK. Moi, ça ne Ouais. m'intéresse pas d'avoir une pratique de développement personnel et de spiritualité et c'est totalement OK aussi. Donc vraiment le proposer de manière hyper simple, sans chichi, accessible et aussi accessible au corps parce que, tout le monde peut pas faire une salutation au soleil, s'asseoir sur un tapis ou faire je ne sais Ouais. quelle posture. Donc le proposer à des corps qui sont, plus fatigués que d'autres, moins sportifs, parfois handicapés, parfois blessés, ça, c'est la mission du yoga qui s'adapte aux gens alors que, on pourrait croire que ce sont aux gens de s'adapter au yoga. Non, pas du tout. C'est le yoga qui s'adapte et qui, propose des choses que chacun va adopter en fonction de ses besoins à l'instant T et je crois beaucoup, en fait, qu'on vient au yoga quand on a, à un moment donné, une souffrance, que le yoga y répond et devient ensuite un rituel qui nous permet de ne plus souffrir et de plus seulement être en réaction, mais en prévention. Et du coup, après, c'est quoi? T'as fait 6 ans avec Philippe Manière? 6 ans de conseil en stratégie, oui.
Comment est-ce que tu te retrouves à lancer Yogist et qu'est-ce que c'est Yogist? 6 ans en conseil en stratégie, à faire du yoga en parallèle, à découvrir le yoga et à le pratiquer beaucoup. Et puis au bout de 6 ans, je me dis: «Mais en fait, ce conseil en stratégie où j'ai accès qu'à des grands patrons toute la journée et où j'écris des notes, stratégiques, c'est pas la vraie vie. Je veux aller voir ce qui se passe dans la vraie vie». Un peu comme quand j'ai quitté, Normal Sup pour aller à HEC, c'était un peu le même, la même idée. Eh bien, je suis partie chez Webedia, qui est une des licornes du web aujourd'hui, hein. C'est vraiment un immense groupe, digital pour apprendre ce qui se passait, dans le digital et me déniaiser un peu là-dessus. Je me suis occupée des opérations d'Allociné pendant 6 mois avec des équipes de développeurs, des gens qui étaient hyper connectés, qui travaillent sur un ordi toute la journée et au bout de 6 mois, je me suis dit: «Mais en fait, les équipes que je vois autour de moi, j'ai plus envie de les aider à avoir moins mal au dos et être moins stressés que, faire des grands projets IT, avec de gros clients corporate». Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé en parallèle. C'est-à-dire que plus je faisais du yoga, plus j'avais envie de l'apporter dans le monde de l'entreprise que je connaissais bien et plus je travaillais dans le monde de l'entreprise, plus je voyais les besoins, urgents que ressentaient les collaborateurs en matière de, bien-être mental et physique immédiat et sur le long terme et j'avais envie de leur apporter des solutions. Je commençais à leur parler du yoga que je pratiquais, mais je me rendais bien compte qu'on pouvait pas faire tout ça sur un tapis au milieu de l'open space, en 1 heure et demie et qu'on pouvait pas faire de l'ashtanga, dans une grande tour de la Défense et donc au bout de 6 mois chez Webedia, je me suis dit: «En fait, mon truc, c'est vraiment d'apporter le yoga dans le monde corporate et donc je suis allée voir mon patron de l'époque, je lui ai expliqué mon projet et il m'a dit 2 choses. Il m'a dit, «On retient pas un entrepreneur qui a envie de se lancer donc je vais t'encourager et je vais être ton premier client et je vais te conseiller et t'aider si je le peux, une fois que tu seras, prête» et donc Exceptionnel. ah ouais, exceptionnel évidemment, donc gros alignement de planètes, donc j'ai tout quitté à ce moment-là, c'était en 2015, début de l'année 2015, quasiment 10 ans maintenant. Je suis partie me former en Inde, au yoga, ce qu'on appelle yoga thérapeutique pendant un peu plus de 2 mois. Je suis rentrée à Paris, j'ai travaillé avec des psycho-ergonomes de la médecine du travail, des ostéopathes, des neuroscientifiques et tous mes petits collègues d'HEC qui étaient tous cassés à moins de 30 ans, qui avaient déjà super mal au dos et qui allaient voir un kiné, un ostéopathe toutes les semaines et j'ai travaillé à construire un référentiel de techniques issues du yoga classique qui répondrait à un besoin concret du travailleur moderne, mal de dos, mal aux yeux, mal aux jambes, problème de tendinite de la souris, problème d'épaule, et cetera et qui soit accessible aux travailleurs modernes, c'est-à-dire sans avoir besoin de se changer, sans avoir besoin de se mettre sur un tapis, sans avoir besoin du moindre matériel, sans transpirer et surtout avec, un ADN et un vocabulaire et un style qui soit adapté à l'entreprise évidemment, donc pas de chakra, pas de sanskrit, Ah non. rien d'ésotérique évidemment. Ouais. Moi j'appelle ça du yoga pragmatique et sans chichi, qui peut, qui doit pas faire rigoler, ceux qui sont pas du tout réceptifs, mais qui en respectent pour autant, les préceptes et les bienfaits sur la santé mentale et physique et c'est comme ça qu'est née la méthode yogiste. C'est énorme. Donc en gros, tu t'es dit, le yoga c'est génial, mais là, tous les gens à qui je vais le proposer, si je les mets sur un tapis, en short, ils vont rigoler, je leur fais faire des respirations, ça va pas marcher, donc je vais proposer un peu des choses, enfin, je redis ce que t'as dit, mais tu vas leur proposer quelque chose qui va rentrer dans le vocabulaire, et si je leur dis, tourne ta tête à gauche, tourne ta tête à droite et respire 3 fois, ça revient, ça peut les aider, et t'as fait une méthode qui s'appelle la méthode yogiste pour répondre à ça, quoi. C'est exactement ça. C'est très fort. C'est exactement C'est ça et un... donc on l'a publié dans un premier livre, c'est celui que tu as vu dans la bibliothèque. On l'a Ouais. publié dans un deuxième tome qui s'appelle Pause yogiste où là on a carrément adapté la méthode pour les populations non sédentaires, pour ceux qui travaillent dans une usine debout, qui travaillent Ok. dans des champs agricoles, qui travaillent dans des camions, avec vraiment une adaptation toujours au corps et au mode de travail. Et ça c'est vraiment mon dada, c'est comment on peut mettre du yoga là où il n'irait pas autrement et là où il a vraiment besoin d'aider les collaborateurs et les travailleurs. Et avec cette méthode, en fait, on intervient dans les entreprises pour la faire découvrir et pour la sensibiliser les collaborateurs, aux bonnes pratiques et si on sécularise encore, si on simplifie encore, ça serait des bonnes pratiques pour,
travailler sans s'abîmer, en fait, des bonnes pratiques pour prévenir le stress, l'hyperconnexion, et les maux liés au travail digital et soulager les problématiques liées à la sédentarité, parce qu'on est évidemment une génération de plus en plus sédentaire, viciée devant leurs écrans et donc prévenir ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les tensions physiques qui deviennent de plus en plus handicapantes et qui se répandent comme des traînées de poudre, qui sont toutes les tensions musculaires, liées à l'affaiblissement de nos corps, parce qu'on travaille plus nos corps et on bouge plus assez et qui sont liées à la position assise prolongée et sédentaire. Donc en gros, du Position. yoga au travail ou de la prévention du stress et des TMS, c'est comme ça qu'on le présente dans les entreprises et ça rend énormément de service. Encore une fois, c'est là où on en a le plus besoin. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais des séminaires, des ateliers, tu formes des gens? Alors, ça veut dire concrètement qu'on a, des dispositifs en 4 étapes. Première étape, on arrive dans une entreprise, on sensibilise, c'est-à-dire qu'on fait, une conférence, un webinaire où on fait découvrir cette méthode et ces bonnes techniques en les faisant pratiquer, en les faisant tester et en général, c'est là que ça a un effet bœuf et qu'on se dit: «Ah bon? Mais c'est ça le yoga? Mais en fait, ça fait un bien fou et je pensais pas du tout que j'étais capable de le faire et puis en plus, ça a pas l'air trop perché votre truc». On a des formats, assez bien ou, assez incroyables aussi où on passe dans les bureaux, on passe dans les open space, on passe dans les usines et en 15 minutes chrono, on leur montre ces techniques à faire à leur poste de travail, sans qu'ils aient besoin d'en bouger et là aussi, on a un effet bœuf parce qu'on va voir des gens qui ont pas du tout accès au yoga, qui font pas du pilates le samedi dans le marais en mangeant des graines et qui sont en général, hyper réceptifs et hyper reconnaissants en fait à leur entreprise de leur offrir ça. On a créé un jeu sur le modèle de la fresque du climat pour présenter OK. cette méthode et surtout pour, parler de la santé mentale et de la santé physique et de faire tester ces antidotes de manière hyper interactive, hyper ludique, sans trop se prendre au sérieux, mais en même temps en ayant, un impact hyper positif et donc ça, c'est vraiment la première étape. C'est comment est-ce qu'on passe les messages de prévention, qu'on présente la méthode en la faisant tester de la manière qui soit la plus, sympathique, la plus ludique et la plus efficace possible et puis après, bah, on a une deuxième étape qui sont vraiment des formations, régulières où on va revenir dans l'entreprise régulièrement, pour enseigner ces bonnes pratiques, ces bonnes techniques et que ça devienne des rituels. On a une troisième étape où évidemment il s'agit de autonomiser en fait ces pratiques comme dans le yoga, hein. Le but du jeu, c'est que vous puissiez en refaire tout seul et donc on met à disposition des collaborateurs dans les entreprises, bah, des outils digitaux. Donc on a créé une appli qui est notre garde du corps yogiste qui va te dire: «Clément, là, ça fait 2 heures que tu es assis derrière ton podcast, derrière ton micro, ça va pas du tout, faut que tu fasses une pause. Où est-ce que tu as mal?» et tu vas lui dire: «Bah, moi, j'ai plutôt des tensions dans les yeux, dans le dos ou alors je me sens stressé ou fatigué» et en fonction de ces réponses, on va te proposer un exercice en vidéo que tu fais en 2 minutes chrono, là, sur ton siège, là, tout de suite, pour repartir, au combat, au travail avec plus d'énergie, avec plus de concentration et avec moins de stress. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est vraiment des outils très, très simples, pour le rendre accessible en 2 minutes et puis enfin, notre quatrième étape, parce qu'encore une fois, le yoga, ça se transmet, oralement et en formant des enseignants, eh bien, on a créé notre, académie de formation de formateurs, notre Yogist Academy, où dans les organisations, on propose de former et de certifier, on est reconnu par France Compétences et par l'État aujourd'hui, hein, on délivre une certification professionnelle, de certifier des animateurs yogistes qui vont à leur tour faire ces exercices de la méthode à leurs collègues pendant une réunion, dans l'open space, pendant un atelier, quand ils en ont besoin et donc qui vont avoir un impact bien supérieur au nôtre, qui ne sommes que des prestataires externes, qui restons extérieurs à Ouais. l'entreprise et donc l'idée, c'est vraiment d'internaliser ces compétences, de faire en sorte que ça soit intégré dans le quotidien du travail, au poste de travail pendant la journée de travail et pas pendant les pauses et pas pendant, qu'on est rentré chez nous, mais vraiment au travail. C'est pas du sport au travail, c'est vraiment, une méthode, une manière de mieux, vivre son travail et avec des animateurs en interne, c'est beaucoup plus efficace et puis on forme évidemment, bah, des personnes, en reconversion, des indépendants qui ont envie de proposer ça à des clients entreprises. On forme des professeurs, des enseignants qui veulent l'apporter, dans leurs écoles à leurs étudiants. On forme des infirmières du travail, des médecins qui veulent intégrer cette, méthode très holistique, à leurs, préconisations et on se rend compte qu'on a, un terrain de jeu absolument illimité et qu'on a beaucoup plus d'impact si on se
on s'appuie sur cette communauté de formateurs qu'on a formés, qu'on a certifiés, auxquels on donne vraiment les clés du camion. On donne la méthode, on donne les outils pour que eux aillent faire des étincelles auprès de leur propre communauté, dans leur écosystème, auprès de leurs clients, de leurs collègues ou de leurs élèves. Et ça, c'est chouette. C'est un très très, enfin c'est un modèle très vertueux en plus quoi. Tu donnes, comme tu dis, tu donnes les clés du camion, tu laisses tout ça se transmettre et s'infuser, et tu plantes des graines un peu partout. Merci pour cette explication, enfin pour cette présentation de ce que tu fais. Tu m'avais parlé de comment est ton entreprise avec une équipe de 12 indépendants et ensuite plusieurs cercles autour de toi. Tu peux nous expliquer un peu comment t'as créé, comment t'as fait Yogist, comment Oui, avec grand plaisir. Yogist, au début, je l'avais créé comme une entreprise, classique. Je pensais avoir, avec des salariés, avec des bureaux et cetera. Je me suis très vite, enfin, au début, j'ai commencé dans mon salon, hein. J'avais mes stagiaires dans mon salon et puis dans mon jardin, à Pigalle, dans le 18e. C'était une période assez rigolote, de démarrage, un peu l'équivalent du garage de la Silicon Valley. Et puis, très rapidement, on est allé à la station F, dans l'incubateur HEC. On a été dans les premières promotions à intégrer la station F, en 2017, au moment où ça ouvrait. On y est resté 3 ans et moi, je me suis assez rendu compte que, au fur et à mesure qu'on grandissait, qu'on avait des salariés, qu'on avait, des alternants, des stagiaires, des partenaires, des bureaux de plus en plus gros, bah, bizarrement, on était de moins en moins efficace et de moins en moins performants et moi, ça me demandait énormément d'énergie en termes de management et c'est un modèle dans lequel je me retrouvais pas énormément. Et quand le Covid a frappé, bah, ça m'a en fait, obligée à prendre un virage, assez douloureux, parce que j'ai décidé en fait, en sortant de la station F de ne jamais lever de fonds. C'était vraiment une conviction hyper importante pour moi. Je me voyais pas prendre des investisseurs pour parler de yoga, c'était complètement contre mes valeurs. Mais quand le Covid a frappé, quand vous êtes une entreprise autofinancée, bah, c'est assez compliqué, de garder la tête sous l'eau et donc j'ai dû malheureusement licencier tous mes salariés. On a la beauté de la chose en France, c'est que licencier quelqu'un, c'est quelque part le mettre à l'abri, plutôt que de ne plus pouvoir le payer dans 1 mois ou 2 et au moment du Covid, au milieu du Covid, je me suis retrouvée complètement sans équipe et puis j'ai recommencé, toute seule, sur, un modèle totalement digital et puis progressivement, au fur et à mesure que les entreprises, revenaient et recommandaient, des programmes yogis parce qu'ils se rendaient bien compte qu'il fallait aider leurs collaborateurs qui étaient, confinés et qui étaient à distance, eh bien, j'ai reconstitué pour ça une équipe, mais en 100% freelance, donc plus de salariés. On travaille avec des indépendants. On est des réseaux d'indépendants, en fait, même pour les fonctions Ouais. support et commerciales. Tous répartis un peu partout et 100% libre, quoi. Ok. Avant de continuer sur ton organisation, je me demandais, enfin, quand tu as parlé du moment du Covid où bah, tu as dû te licencier tout le monde, pour avoir vécu un licenciement, c'est quand même pas quelque chose de facile émotionnellement. Déjà, toi, comment tu as réagi, comment tu as préparé ça, comment tu as géré toute cette période? Et est-ce que du coup, tu parlais tout à l'heure de rester calme et serein en toute situation? Est-ce que tu as senti dans ces moments-là où que le yoga t'a particulièrement aidé à bah, rester calme et sereine alors que tu devais licencier toute une équipe et rebondir et trouver un nouveau business model, enfin et gérer toute une crise quoi. Bah, tu raison, c'est une très bonne question. Quand le Covid a frappé, au début, vous êtes en panique, hein. Vous avez beau faire du yoga et prôner l'équanimité, tout ça, très clairement, vous paniquez. Et en fait, toute cette période, elle a duré à peu près 6 mois. Entre, allez, 4 mois même. 4 mois entre, l'annonce du confinement et puis, la décision qu'il faut absolument, faire quelque chose pour sauver Yogist. Et là, l'idée, c'était, au début évidemment de garder tout le monde, d'essayer de travailler à distance, de continuer à servir nos clients, à distance. Mais en fait, si on se rappelle un petit peu comment ça s'est passé, toute la France était tellement en panique qu'on n'arrivait plus à joindre nos clients, pour transformer en fait les programmes qu'on avait, prévu de faire avec eux en 100% distanciel, par exemple. C'était pas du tout une priorité, c'était pas du tout quelque chose qui était audible Ah pour eux. bah ouais, bien sûr. Tous les budgets, c'était pour acheter, du gel nettoyant, des masques et puis des fenêtres en plexi, pour protéger tout le monde. Et donc pendant 6 mois, nous, on a perdu 100% de notre chiffre d'affaires. En s Ok. en Enfin,
disons, en un mois, on a perdu 100% de notre chiffre d'affaires qui s'est jamais renouvelé pendant les 6 premiers mois du Covid. Et donc, assez vite, quand vous avez pas de coussin de trésorerie ni d'investisseurs derrière, la question, s'est posée. C'était soit je trouve un moyen hem, d'assainir ou en tout cas d'alléger la structure de coûts, soit on met la clé sous la porte. On avait au début du Covid, 4 mois de trésorerie devant nous, donc on avait 4 mois. Et quand, le mois d'avril est arrivé, il me restait plus que 2 mois et donc je me suis dit: «Il faut absolument que je puisse prendre du recul et arrêter d'être en mode panique où, on fait, des grands moulinets dans les bras dans tous les sens, on essaie de trouver, des radeaux auxquels se rattacher». Il faut que je prenne un peu de recul et à ce moment-là, moi, j'étais confinée toute seule, dans un appartement et j'ai fait ce que je fais quand j'ai des problèmes à régler, à gérer ou des solutions à trouver. J'ai fait un jeûne, pas un jeûne intermittent, un vrai jeûne d'une semaine. Ah ouais, Mmh, de nourriture. ouais, de nourriture, où je buvais que Ok. des liquides et je faisais beaucoup de yoga. J'ai remis, du yoga à fond. J'en faisais beaucoup pendant les confinements, d'ailleurs, on avait le temps d'en faire et la possibilité d'en faire. On n'avait pas grand chose d'autre à faire, d'ailleurs. Donc yoga et jeûne pendant une semaine et c'est marrant parce qu'en me réveillant le 7e jour, moi quand je jeûne, c'est génial, j'ai une énergie de dingue, à 5 heures du mat, je suis réveillée et j'ai envie d'aller, courir un marathon. En me réveillant le dernier jour, je me souviens que je me suis dit: «Mais en fait, c'est clair ce que tu dois faire, tu dois malheureusement laisser partir, les gens de l'équipe, leur permettre de retrouver un job dans une plus grosse boîte qui va mieux les protéger et toi, tu vas repartir sur un modèle que tu connais pas encore, mais que tu vas trouver et en tout cas Ok. qui sera plus léger parce que tu peux pas te permettre de continuer avec cette structure de coût. Heu, Moi en tant que dirigeante, j'ai pas de chômage, on m'a pas payé, mon chômage, technique, hein, le chômage partiel, pendant le Covid, c'était pas pour les dirigeants donc il y avait pas de choix non plus, j'avais un loyer à payer, il fallait bien, sauver Yogist à tout prix. Et donc, j'ai pris 2 mois pour faire ça avec mon DAF qui est resté et qui travaille toujours avec moi, pour organiser tout ça et puis fin juillet, en fait, tout le monde était parti, il y avait plus personne dans la structure, je me suis retrouvée toute seule. C'était à la fois horrible parce que mes anciens salariés m'en ont beaucoup voulu, ils ont pris ça comme une Ok. trahison, ils ont pas compris, en fait, que j'avais pas le choix, même s'ils voyaient bien les chiffres et la situation. Hem Et j'ai laissé passer l'été en peaufinant la stratégie pour la suite, en essayant de trouver, des projets qui soient les plus malins, pour, faire face au new normal, au nouveau monde, hein, qui est celui, post-Covid, où on est tous digitalisés, en télétravail, hyper connectés. Et donc j'ai mis en place, beaucoup de choses en digital avec, des outils, avec le garde du corps en ligne qu'on a créé. C'est là qu'on a vraiment mis le paquet là-dessus. Et le mois d'octobre est arrivé et en octobre, donc au à l'automne, on a reconfiné, alors qu'on avait Ouais. déconfiné pendant l'été. Reconfinement et là, tous mes clients d'avant, m'ont rappelé à peu près en même temps en disant, «Oh là là, les yogistes, on est reconfinés, nos salariés vont pas tenir le coup. Faut que vous nous aidiez. Est-ce que vous pouvez faire ce que vous faisiez avant en présentiel? Est-ce que vous pouvez le faire en digital?» On a dit: «Bah, bien sûr, pas de problème, on va tout faire en digital» et donc on a tout fait en visioconférence. Je crois qu'on a fait, c'était monstrueux, je crois qu'on faisait, 500 visioconférences par mois. Ah ouais. Attends, quand On tu dis on, c'est qui? alors C'est toi c'était, et du coup, tes freelances du moment? c'était mes animateurs yogis, ouais, mes professeurs yogistes, en fait, qui eux étaient de toute façon indépendants, donc je m'en étais pas du tout séparée, ils étaient toujours avec Mhm. moi Ok. et qui, exécutaient, les prestations chez nos clients, en fait. Et donc on a pu repartir comme en 40 avec eux, mais moi j'avais plus d'assistantes, j'avais plus de commerciaux, j'avais plus personne pour gérer le planning, j'avais plus tout ça. Et donc on a reparti en digital, en visioconférence et avec des outils en digital. Et à ce moment-là, j'ai reconstitué une équipe en freelance effectivement, avec des gens qui sont venus me voir, qui m'ont écrit en disant, Céline la première, hein, qui travaille avec nous depuis maintenant 5 ans, en disant, «Anne-Charlotte, j'ai découvert le yoga pendant le confinement, ça m'a sauvée d'un burn-out. J'adore ce que vous faites dans les entreprises, je pense qu'on en a énormément besoin. Est-ce que vous avez,
un besoin, moi je sais tout faire. Je pourrais être votre assistante commerciale, votre assistante tout court. Je pourrais gérer les plannings, la logistique. Et donc Céline, c'est notre responsable des opérations maintenant. Et ça s'est fait comme ça en fait, avec des gens qui sont venus parce qu'ils aimaient la mission de yogiste, parce qu'ils avaient entendu parler de nous par ce qu'on faisait, et pas par qui on était ou par notre chiffre d'affaires ou nos bureaux. Euh, et qui sont restés depuis et qui gèrent avec moi la croissance de Yogis, son développement et surtout l'impact qu'on veut avoir pour nos clients. Et ça, c'est fantastique parce que en fait, maintenant, on est à peu près 13. On a compté hier, on a fait le compte, on est 13 freelances qui sont en fonction support, en fait, hein, pour les fonctions commerciales, organisationnelles, pédagogiques, en plus de notre vivier d'intervenants, d'animateurs yogis qui interviennent dans notre entreprise, qui sont une trentaine. Et au-delà, on a une communauté. Ce sont tous les gens qu'on a formés et qu'on a certifiés, qui sont à peu près 200 aujourd'hui et qui diffusent la méthode sur le terrain. Eh bien, ce noyau dur de 13 personnes yogis qui s'occupent de la communication, du marketing, etc., eh bien, on arrive beaucoup mieux à travailler avec eux en étant en distanciel et en freelance que quand on avait une équipe salariée à la station F dans les mêmes bureaux, bizarrement. C'est hyper intéressant. Ça donne des idées pour les entrepreneurs ou pour même la gestion d'une équipe, en fait. Ça montre que je retiens quand même qu'en laissant beaucoup plus de liberté aussi, peut-être, même si j'imagine qu'à l'époque, déjà, tu leur laissais de la liberté, finalement, tu arrives à avoir une équipe qui a des tâches et des objectifs clairs et qui fait ce qu'elle a à faire, quoi. Oui, c'est toujours un gros challenge de mettre ça en place au départ et puis d'onboarder des gens qui sont pas avec nous 24 heures sur 24, c'est toujours compliqué. Mais effectivement, Ouais. quand on choisit des gens qui sont experts de leur sujet, les indépendants, les freelances en général, ils savent bosser déjà. Ils ont déjà travaillé avant en équipe, ils savent ce qu'ils ont à faire et on n'a pas besoin de les manager comme quand on recrute un salarié dont c'est le premier job et qu'il faut tout lui apprendre et être à côté de lui tout le temps pour lui décortiquer le geste. Donc il y a aussi cette facilité et cette maturité en fait qu'on a dans les profils qui travaillent avec nous aujourd'hui. J'ai une DG aussi qui s'appelle Marie et qui est venue à nous il y a maintenant quasiment 3 ans, qui elle était au comité de direction d'une énorme entreprise qui s'appelle Capgemini pour le côté événementiel, qui faisait de l'événementiel depuis hyper longtemps, qui était à son poste depuis une dizaine d'années, qui avait découvert le yoga suite à de multiples blessures et qui voulait l'apporter dans son entreprise. Et donc, elle est d'abord venue se former avec moi. Elle s'est d'abord certifiée avec la Yogist Academy. Et puis après, elle est venue me voir en me disant, Anne-Charlotte, j'ai envie de t'aider à développer Yogis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et donc au début, elle est venue en support commercial, et puis après, elle a pris la direction de la formation et de la Yogist Academy, et puis maintenant, c'est la DG, mon bras droit, en fait, qui nous aide à développer Yogist. Mais tout ça, c'est des gens qui sont venus pour la mission d'abord, et pas pour le salaire, les avantages ou les locaux en plein Paris. Et ça, je trouve que ça fait vraiment la différence, oui. C'est beau. En fait, un alignement d'une direction, quoi. Mais c'est un peu ce qu'on dit des très bons leaders et des très bonnes entreprises, c'est que tout le monde veut aller dans la même direction. Je veux juste réagir. Enfin, j'ai un truc qui me trotte en tête là depuis 5 minutes. C'est que un des derniers podcasts que j'ai fait, c'est avec Julien Perron, et donc il a fait un film où il a interviewé 1500 personnes en plein de pays en demandant c'est quoi le bonheur pour vous. Et une des réponses qui revient beaucoup, il y a évidemment des yogistes dans les réponses, il y a prendre soin de soi et tout, mais une des réponses qui revient beaucoup, c'est être aligné et avoir une parfaite alignement entre ses pensées, ses paroles et ses actes. Et je trouve que tu incarnes ça très 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 bien, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, en fait, en t'écoutant, ça fait longtemps que j'avais pas vu, je m'étais dit, c'est vrai qu'au moins tu fais le yoga, tu partages le yoga et tu penses... non, je trouve ça... Je suis juste pour te dire ça, je réagis à chaud sur ce que tu viens de dire. J'ai une petite question qui est un peu en parallèle de ça. Je sais pas si depuis longtemps, du coup, tu es sensible à la crise écologique, mais... comment toi tu te places et comment tu réagis face à cette crise même plus écologique, sociale aujourd'hui qu'il y a dans l'humanité quand même, malgré toutes les bonnes choses? Tu viens de dire, il y a 20 ans, il y a pas de salle de yoga à Paris, maintenant c'est une pratique qui est faite. Il y a plein d'avancées positives, mais on voit quand même aussi beaucoup
de guerre, d'inconscience, de réseaux sociaux qui nous divisent. Tu te réagis face à ça? Bah, je pense que c'est très lié à ce qu'on disait tout à l'heure entre, le lien entre écologie personnelle et écologie. Le lien Mmh. entre, ce qu'on fait pour soi et ce qu'on est chez soi et la manière dont on voit, la société et la manière dont les choses se passent. Je Moi, j'ai toujours été une très grande optimiste. Je suis assez convaincue que les choses vont mieux qu'avant. Tout le monde, s'acharne à me démontrer le contraire, hein, mais moi, je suis convaincue qu'on est, dans la conception, heu, non pas dans la conception hégélienne de Laofébung, c'est-à-dire du saut dialectique dans l'inconnu où tout d'un coup on va passer une nouvelle étape. Je suis vraiment plutôt, dans la dialectique, kantienne de, l'amélioration continue et l'histoire qui avance et je suis convaincue que les choses vont mieux qu'avant. Simplement, on a l'impression qu'elles vont bien plus mal qu'avant parce qu'on sait. On sait ce qu'on ne savait pas avant et ce qui est extrêmement anxiogène. Donc ça, c'est ma première conviction et ma deuxième conviction, c'est que, heu, le yoga et toutes les autres pratiques, qui sont tournées sur soi, d'abord, prendre soin de soi pour être bien dans ses pompes, pour pouvoir travailler efficacement, pour pouvoir être un bon citoyen, un bon conjoint, un bon mari, un bon père ou une bonne mère. C'est la base pour pouvoir avoir un rôle et un impact sur les sujets de société. Moi, je suis convaincue que, si on arrive à avoir des gens qui prennent conscience des problématiques, liées au yoga, hein, d'hygiène de vie personnelle, ils vont évidemment prendre en même temps conscience des problématiques qui sont liées à la société, à la planète, à l'univers. Parce que d'ailleurs, ce qu'on nous explique dans le yoga, c'est qu'on fait tous partie d'un tout. On est tous, complètement, liés les uns aux autres et nos cellules sont celles, du voisin, de la pierre et du ruisseau d'à côté. Bon, au-delà de ça, on est tous responsables d'une certaine manière, du bonheur des autres et non pas de leur malheur et que tout ce qu'on fait peut contribuer d'une certaine manière, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit et tout ce qu'on est, peut et doit contribuer d'une certaine manière au bonheur et à la liberté des autres. Et ça, c'est un des principes du yoga. Et donc, ma conviction aujourd'hui, c'est d'ailleurs, d'abord, si on prend ces sujets-là pour soi, si on fait ce travail personnel sur soi pour être meilleur, pour être en bonne santé, et donc capable d'agir et de réagir, on sera capable de faire changer les choses. Si on applique le précepte de pureté pour soi, ou de, non-violence, et ben, ça fait de nous des végétariens qui ne polluons pas et donc c'est bon pour la planète et pour le reste. Tout part d'abord, je trouve, même si ça peut paraître très égoïste, de l'application de ces préceptes à soi, à son précaré, à la manière dont on vit et l'effet est bien plus grand que, l'effet papillon. Hem D'ailleurs, on le voit, hein, les leaders qui aujourd'hui s'engagent, pour, la défense de la planète ou la défense, de l'écologie ou même de la défense de la politique, si eux se crament, on est foutus et c'est la responsabilité du leader et d'ailleurs on en parle beaucoup dans le management, hein, la responsabilité du manager de pouvoir prendre soin de lui, ménager sa monture et ménager son énergie pour pouvoir continuer à agir là-dedans et donc pour moi tout est lié. Merci. Je partage tellement ce que tu dis. Faut espérer faut espérer que ça, qu'on prenne soin de nous assez vite. Est-ce que t'as une philosophie orientale? Parce que tout à l'heure, tu partageais des philosophies occidentales et orientales. Est-ce que tu dis il y a une philosophie orientale ou une vision du monde que tu aimerais qu'on apprenne à l'école aux enfants beaucoup plus tôt? Mais oui, celle dont on vient se parler là, Ça te vient se parler. d'expliquer Prendre que, soin de soi. alors prendre soin de soi, mais surtout que, ce que tu fais à toi, ce que tu fais aux autres, tu te le fais à toi. Qu'on est Ouais, ok. vraiment à la partie d'un même tout et que, nos cellules sont exactement les mêmes que celles, du chat du voisin, du cochon que tu manges dans le jambon, de l'air que tu respires, et de ton arrière-grand-mère, qui est morte. En fait, c'est un peu ésotérique dit comme ça et un peu bizarre, mais se rendre compte que tout ce qu'on fait aux autres, on se le fait à soi et qu'on est tous inextricablement liés
par notre structure cellulaire, que rien ne se détruit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, heu, je pense que ça ne peut qu'engager à une action respectueuse des autres, respectueuse de la planète et respectueuse de soi. Donc ça, j'aimerais bien qu'on nous l'apprenne à l'école et puis une deuxième chose que j'aimerais qu'on nous apprenne à l'école et qu'on apprend en Inde, aux petits enfants, c'est, cette, partie d'hygiène de vie. Pour eux, le yoga, l'activité physique, le mouvement, c'est aussi, partie du quotidien que de se laver les dents. Faire du yoga, faire de la méditation, faire de la respiration, c'est l'équivalent pour l'intérieur de l'organisme et pour l'intérieur de l'esprit de se brosser les dents et de se coiffer les cheveux et ça doit être aussi régulier, aussi automatique et aussi, painless, c'est-à-dire, sans douleur quoi. C'est Mmh. anodin en fait Ouais, et je suis d'accord. ça pour moi, c'est vraiment la base du tout et on a du retard dans nos civilisations occidentales avec la place du corps. Le corps Clairement. est toujours le corps honteux, le corps vulgaire, le corps qui empêche, le corps machine, qui est infiniment moins noble que l'esprit et dont on ne doit pas prendre soin ou alors seulement quand il est malade pour, pouvoir continuer à avancer. Dans les philosophies orientales, c'est exactement le contraire. Ouais. C'est C'est tout part de là, préventif, tout c'est part de tout, bien sûr. On prend soin du corps pour pouvoir continuer à avancer. La médecine, ayurvédique qui est liée au yoga nous apprend qu'on est ce que l'on mange et que, se soigner, ce n'est pas guérir une maladie, c'est empêcher qu'elle ne survienne et là-dessus, on est à la bourre. On est très en retard en France. Florence au micro de Changer d'air disait, Florence Bénichou qui est une médecin et qui a travaillé dans la prévention toute sa vie, disait que en France on est très bon si tu veux te faire soigner d'un AVC, mais si tu veux ne pas avoir d'AVC, il faut mieux aller en Suède ou au Japon ou en Bien Inde quoi. sûr. Ou en Et Inde, où on va t'expliquer, comment manger en correspondance avec ta constitution et tes besoins, quelles sont les, techniques, de respiration et de mouvement que tu peux mettre en place pour, éviter que ne survienne, une arthrose ou un blocage quelconque. C'est vraiment, prendre, arrêter de courir derrière le temps et arrêter de réagir aux problèmes et prendre le temps de les prévoir, de les voir arriver et d'éviter qu'ils ne surviennent ou ne s'aggravent. Hem et ça fait partie des changements qu'on peut et qu'on doit mettre en place chez nous. Arrêter de courir derrière, les événements et commencer à les anticiper et voir tout ça de manière holistique et pas juste le symptôme et ça, la philosophie indienne, l'Ayurveda nous en disent énormément. Et c'est rigolo, j'en parlais encore à une cliente il y a quelques jours qui me disait: «Oh, on va faire un atelier nutrition pour nos collaborateurs, donc je vais faire venir une chef étoilée, qui va nous expliquer comment est-ce qu'on crée une super pâtisserie». Je dis: «Mais vous voulez pas plutôt leur apprendre, comment t'as on peut bien se mangé. nourrir, voilà, comment on peut bien manger, pour préserver son énergie, préserver sa santé?» et encore une fois, le bien manger, c'est pas un régime standardisé pour tout le monde. On est tous différents, on a tous des constitutions et des besoins différents et c'est ce que nous apprend l'Ayurveda d'ailleurs, qu'on est tous faits, d'un mélange, des différents éléments et qu'il y a 3 constitutions majeures, hein, Vata, Pitta, Kapha si on en parle, en sanskrit et que dans ces constitutions majeures, correspondent aussi, des caractères physiques et mentaux. Les Vatas sont plus créatifs, et ils ont plus tendance à, je dis n'importe quoi, s'enrhumer et prendre froid, alors que les Pitta, qui sont constitués d'une majorité de feu, sont plus, agressifs parce qu'il y a du feu en eux et ont plutôt tendance à avoir des maladies inflammatoires avec des excès de feu. Tout ça est assez simpliste, d'accord, mais ça veut simplement dire que on est tous différents des autres, les uns des autres, on a des besoins différents et à nos constitutions correspondent des besoins différents en alimentation, en activité physique et même en métier. Et si on apprend à se connaître soi-même, on apprendra du coup à adopter la bonne alimentation, le bon mode de sommeil, la bonne activité physique qui nous va et qui nous permet, encore une fois, d'avoir un fonctionnement optimal de notre corps et de notre cerveau, qui nous permet d'avoir une action dans la société, un métier qui se passe bien et un comportement avec nos proches qui soit le moins pénible possible. Et moi, je regrette Tout qu'on n'ait pas simplement. appris ça à mon papa, à ma Ouais. maman, à ma grand-mère, à mon grand-père, parce qu'on s'y prend bien trop tard.
Écoute, j'aimerais tellement que mes petits-enfants viennent me voir en me disant mais attends, tu fais pas du yoga tous les matins, toi? Enfin, comme nous, on se dit, attends, ils se brossaient pas les dents tous les matins à l'époque. C'était des... Écoute, ce serait une belle... Et puis, j'imagine pour toi, ce serait une belle réussite que ce soit devenu quelque chose de... Enfin, vraiment la norme, comme tu dis, quoi. Bah, Quelque chose la de réussite wellness. pour moi, ça serait moins que ça devienne la norme auprès du grand public que la norme dans des environnements où le Il y en a yoga n'y besoin. va pas. Là, on Ouais. vient de faire un programme avec un gros groupe de logistique avec des chauffeurs de poids lourds, des conducteurs de porte-voitures. C'est des gens qui sont derrière leur volant toute la journée, qui chargent et qui déchargent des voitures et des poids lourds, qui dorment dans leur cabine et bah, qui ont forcément mal au dos, qui sont fatigués, qui ont des baisses de vigilance et pour qui le bien-être, c'est un truc un peu, heu, inaccessible ou pas du tout nécessaire parce que, ils sont forts. Tu sais, le côté, «Je suis fort, j'ai pas besoin de tout ça». Alors qu'en fait, c'est eux qui en ont le plus besoin. Si on arrive à leur apporter d'une manière, hem, non ésotérique, non, gnangnan, sans en faire un truc de bonne femme ou de grand-mère. Et ça, c'est la problématique du vocabulaire, du style, du ton De qu'on la emploie, de communication, l'humour ouais. aussi, de la communication, voilà. Pouvoir Ouais. parler de tout ça sans se prendre au sérieux, c'est absolument, indispensable. Et ça, c'est ma mission à moi, dans ce monde de l'entreprise-là. Je te souhaite de réussir encore plus que ce que tu le fais déjà. J'ai une dernière question. Est-ce que du coup, dans tous les gens, j'ai l'impression que tu rencontres pas mal de dirigeants ou autres. Est-ce qu'il y a des gens que tu te dis qui pourraient passer au micro de ce podcast? Il y en a plein, mais là, tu me prends, Je te prends au dépourvu. ouais, complet, je vais réfléchir. Ouais, laisse-moi réfléchir. Je te laisse réfléchir. Non, écoute, Anne-Charlotte, j'ai encore quelques trucs, j'ai encore quelques questions, mais je pense qu'il faut s'arrêter un moment. On reparlera peut-être un jour. Merci beaucoup pour ton temps. C'était passionnant. Merci à toi pour ton accueil. J'espère pas avoir été trop fouillis dans ma présentation des différentes étapes du yoga et que même ceux qui ne se sentent pas concernés se diront « Ah tiens, on peut faire un truc en 2 minutes chrono sur sa chaise, je vais peut-être essayer. » Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment 1 minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!